D'ici là, il restera donc président d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec un tas de dossiers à gérer et pas mal de promesses à concrétiser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous Laurent Wauquiez. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien aussi. Très bien. Avec vous, on va d'abord aborder des sujets qui ont fait l'actualité en Auvergne-Rhône-Alpes ces derniers jours. La souveraineté économique, le réarmement industriel était au menu de la visite de Jean Castex au Salon Global Industrie à Lyon. Vous y étiez. Avec ses 1500 exposants, c'est le plus grand salon dédié à l'industrie, occasion idéale pour communiquer sur le plan de relance du gouvernement. 100 milliards d'euros dont la moitié aurait été déjà engagée. À ce titre, la région a-t-elle perçu ou va-t-elle recevoir et puis combien? Alors d'abord, pour nous, vous le savez, et particulièrement pour mon équipe, c'est une de nos obsessions. Vous me connaissez, j'ai toujours défendu la préférence régionale pour nos entreprises et je me bats depuis longtemps pour qu'on retrouve un protectionnisme favorisant nos entreprises. On va en parler de ça. Au niveau de la région, on a mis en place notre plan et mon premier objectif, c'était que notre région bénéficie au maximum des outils du gouvernement. On est aujourd'hui, alors tous les appels d'offres ne sont pas encore passés, mais je pense qu'on sera une des régions qui aura le plus bénéficié pour ces entreprises des projets. Ce que j'aime, c'est que ce soit concret. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 1 milliard à peu près, non? Nous, la région, on met 1 milliard. Vous mettez 1 milliard. L'objectif, c'est de récupérer pour nos entreprises. Ce que je voudrais, c'est qu'on arrive au total en cumulé à être entre 20 et 30 milliards d'euros qui soient affectés sur notre région, sur notre tissu économique. 20 et 30 milliards d'euros. Entre 20 à 30 milliards d'euros. C'est l'objectif qu'on doit atteindre. Okay. Juste, pardon, parce que les chiffres, ça parle à personne. Moi, ce que j'aime, c'est quand on parle de projet. Par exemple, les vélos aujourd'hui qu'on achète sont fabriqués en Chine. L'objectif demain, c'est d'avoir un vélo fait Auvergne-Rhône-Alpes, H3 Bike, fabriqué par des entrepreneurs de Haute-Savoie. Deuxième exemple, l'aspirine. On faisait plus d'aspirine dans notre région et même en France. Sur un projet sur lequel nous, on s'est engagé, on a travaillé main dans la main avec l'État, paracétamol, fabriqué chez nous. Et il y a des dossiers qui sont encore des dossiers en souffrance, où on n'a pas réussi, et où l'objectif, c'est qu'on puisse y arriver. Alors, je suis là pour poser des questions également. Donc, vous dites que l'industrie est devenue un gros mot. Je voudrais comprendre. En fait, dans notre pays, souvenez-vous, si vous revenez 5 ans, 10 ans en arrière... Même avant, je sais de quoi vous allez parler. Effectivement, on disait tout pour les services et puis l'industrie, on est plus compétitif. Là, maintenant, vous faites les réponses. C'est pas faux. Donc, je vais essayer de faire la réponse. L'objectif politiquement, c'est que notre pays a payé cher, toutes tendances confondues, depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, l'abandon d'une ambition industrielle. Moi, j'ai toujours pensé que la vocation de notre région, c'était de défendre l'industrie. Parce qu'on a à la fois Michelin, mais on a aussi les petites PME de Haute-Savoie, de l'Ain, de la Drôme, en Auvergne, dans la Loire. Et donc notre vocation, c'est de défendre la fabrication française. Et quand je suis arrivé à la tête de la région, ce qui me frappait, c'est qu'on faisait très peu pour les industries. On a multiplié par 2 les aides consacrées au développement de nos emplois dans l'industrie. Et c'est cette ligne que je veux tenir. Alors, je voudrais, si vous me permettez, rajouter un point. Il y a un scandale en ce moment qui me choque beaucoup. C'est qu'on a des emplois non pourvus. D'un côté, vous avez des chômeurs sans emploi. De l'autre côté, vous avez des emplois sans personne. Je me permets d'annoncer sur votre plateau le fait que la région va adopter un plan d'urgence pour former des gens en direction de ces emplois qui sont non pourvus. Il y en a dans l'industrie, mais on manque aussi de moniteurs d'auto-école. On manque de personnes pour s'occuper de nos personnes âgées dans les maisons de retraite. Et alors même qu'il y a des jeunes qui cherchent des emplois, c'est vraiment du gâchis. Et donc, avant octobre, on va adopter un plan pour pouvoir combler ces emplois non pourvus et essayer juste de ne pas avoir... Donc dans les secteurs comme l'hôtellerie-restauration, par exemple, d'autres secteurs industriels, le bâtiment, bien sûr. Mais aussi les services à la personne. Oui, là, en fait, vous abordez la question des pénuries, notamment en tout cas pour le recrutement, un vrai souci, effectivement. D'abord, je voulais vous montrer une image parce que je savais que vous alliez répondre ça sur la politique industrielle. Rappelez-vous, c'était en 2012, un ministre qui, notamment, apparaissait sur le journal, le magazine du Parisien. C'est Arnaud Montebourg qui à l'époque faisait du Made in France. C'était en 2012 quand même, voilà. Et finalement aujourd'hui, quasiment toute la classe politique s'est à peu près ralliée à cette idée qu'il faut privilégier finalement le Made in France. Mais j'allais dire rien de nouveau sous le soleil d'une certaine manière. Mais souvenez-vous, à l'époque j'avais plaidé pour un protectionnisme français. Et j'avais été très critiqué.
J'avais même écrit un livre dessus qui était Europe, il faut tout changer, dans lequel j'avais consacré un chapitre au fait de dire attention, on ne peut pas continuer à tout importer de Chine. À l'époque, j'avais été très critiqué. Et c'est vrai qu'avec Arnaud Montebourg, lui à gauche, moi à droite, on avait été parmi les seuls à l'époque à défendre l'idée d'un retour à la fabrication française. Les idées ont bougé. Certains qui à l'époque critiquaient se sont maintenant ralliés, tant mieux. La seule chose qui compte maintenant, c'est qu'on ouvre les yeux. Alors, arrêtons d'importer des produits qui viennent de Chine. Ouais, cela dit, le consommateur, il n'est pas prêt forcément à payer son t-shirt 5, 6 fois, 7 fois plus cher que ce qu'il le paye aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut comment on oblige les consommateurs à changer d'habitude? Le sujet n'est pas d'obliger les consommateurs. Et ce n'est pas toujours des produits plus chers. Je vais prendre un exemple encore, parce que j'aime bien que ce soit concret. En Ardèche, et vous en êtes fait l'écho, on va inaugurer en septembre, à la fin du mois, une usine que nous avons accompagnée qui va fabriquer des chaussures de course. C'est Chamatex. Exactement. Vous connaissez bien le dossier. C'est un entrepreneur de chez nous qui a porté le projet. La paire de chaussures ne coûtera pas plus cher que la paire de chaussures chinoises ou indiennes ou vietnamiennes. Mais vous pourrez repérer, quand vous achèterez, ce petit logo fabriqué en Auvergne-Rhône-Alpes, fabriqué en France. Et ce que je demande juste, c'est qu'au moment où vous achetez, vous regardiez. Et que quand c'est le même prix, il faut donner la priorité au nôtre. Alors, je voudrais vous lire en fait une citation parue dans la presse à Lyon il y a quelques jours. Et je voulais savoir si vous étiez d'accord avec ça. Quand on veut assembler un vélo sur l'agglomération et qu'il faut 1 an pour avoir des freins car ils ne sont pas disponibles dans leur pays producteur, c'est qu'on s'est trompé de modèle. C'est tout l'enjeu de remettre l'industrie sur la métropole. Vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, je sais très bien qui a dit cette phrase. Mais vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je n'ai pas de problème à être d'accord avec des gens qui ne sont pas de la même étiquette que moi. En l'occurrence, c'est Bruno Bernard, président écologiste. Et ça ne me pose aucun problème. J'ai toujours dit que dans notre région, on travaillait avec tout le monde. Vous m'avez interrogé sur Arnaud Montebourg. Il y a plein d'idées sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec Arnaud Montebourg. Mais je suis capable de travailler avec lui. Vous m'interrogez sur Bruno Bernard. Il y a plein de points où on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec lui sur l'immigration. Je ne suis pas d'accord avec lui sur les sujets de sécurité, que je pense qu'il sous-estime gravement. Mais quand on peut travailler ensemble, je serai le premier content qu'on le fasse. Et j'ai toujours dit que dans la région, il fallait qu'on privilégie le travail en commun et l'intérêt de notre territoire. Alors un des débats de la rentrée, c'est le débat justement consécutif, on en parlait il y a un instant sur la pénurie de main d'œuvre, qui a fait émerger une autre question sur conditions de travail et salaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire aussi que les filières industrielles, mais aussi dans les services, hôtellerie, restauration, proposent ou rendent leur métier plus attractif? Je pense d'abord il faut qu'on parle très franchement. On a une situation où il y a beaucoup d'offres d'emploi qui ne marchent pas. J'étais au téléphone avec un des présidents de notre région de fédération d'ADMR, le service à domicile pour les personnes âgées, qui me disait je ne vais pas pouvoir honorer le service à des personnes âgées qui sont chez elles parce que je n'arrive plus à recruter. Et la situation qu'on a, elle repose sur 2 points. Vous avez des personnes qui cherchent vraiment un job et qui n'en trouvent pas, mais il faut aussi qu'on ait le courage de le dire. Vous avez des gens qui profitent du système, qui restent chez eux, touchent les allocations et ne vont pas travailler. Ma conviction, c'est que le problème en France, et je l'ai toujours dit, souvenez-vous, il n'y a pas assez de différence entre ce que je gagne en restant chez moi et ce que je gagne en allant travailler. Oui, mais c'est ce que si vous on dites veut le changer. Depuis un moment, effectivement, sur l'assistanat. Vous êtes notamment exprimé assez longuement chez nos confrères de la Tribune sur cette question-là. Et du reste, je voudrais relever dans l'interview que vous avez donnée. Vous dites... permettez d'aller jusqu'au bout quand même. Si on veut que ça change, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser les charges. En France, il y a trop de charges. Oui, mais quand vous dites l'assistanat, vous sous-entendez quoi? L'assurance chômage? Vous sous-entendez un certain nombre d'aides aujourd'hui? Ce que j'entends, c'est que moi, et vous le savez, j'ai toujours cru au fait que quelqu'un qui était dans la difficulté et qui voulait s'en sortir, il faut lui tendre la main. Mais quelqu'un qui profite du système, qui pourrait avoir un job, qui ne le prend pas parce que c'est plus confortable de toucher l'allocation chômage, ça c'est une perversion du système. Oui, mais on ne sait pas combien de personnes ont toujours un problème sur la quantification. Quand on dit ça, on peut être tous d'accord, mais combien de personnes ça concerne, vous voyez? Des gens qui profitent du système. Je vais vous donner des exemples très simples. Vous avez des hôteliers restaurateurs. Dans notre région, on évalue au minimum entre 10 à 15 000 emplois de restauration qui ne sont pas couverts. À peu près 120 000 en France, oui. Bon, vous pensez que ça nécessite une très grosse qualification? On peut former des gens pour pouvoir prendre ces jobs, qui sont des jobs de service. Par exemple, chez moi, dans mon département de la Haute-Loire, et c'est un crève-cœur pour moi, j'ai 3500 personnes au RSA. Et à côté de ça, j'ai des emplois pour servir dans des restaurants qui sont non pourvus. C'est pas le bon sens.
c'est même pas sain pour les gens. Et donc, moi, j'ai toujours Mais vous voyez, cru... dans ce que vous dites, on peut penser que finalement, on coupe toutes les aides pour remettre les gens au travail de manière assez forcée. C'est pas ce que j'ai dit. Et j'aime bien qu'on Parce que, caricature pas. justement, vous êtes en face de moi, donc parce que quand vous dites l'assistanat, le mot est tellement vaste que du coup... Ce que je dis, c'est tout simple. C'est que quelqu'un qui est vraiment dans la difficulté, qui a subi une maladie, qui a perdu son job, qui est dans une difficulté lourde, il doit être aidé, c'est l'esprit de la France. Quelqu'un qui profite du système et qui ne veut pas aller travailler, ça, c'est pas l'esprit de la France et c'est ce qui tue notre système. Alors, à la tribune Auvergne-Rhône-Alpes, vous déclarez, et je voudrais que plus personne ne veut travailler dans notre pays. Oui, et allez jusqu'au bout de la citation. Plus personne ne veut travailler dans notre pays. Oui. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout de la En citation? fait, j'ai pas la suite. En fait, j'en ai une autre partie parce que ça m'intéressait aussi. Alors, Parce que vous dites après, un peu plus tard, ce ne sont pas les Français qui ont perdu le sens du travail, mais le travail qui a perdu son sens. Et je me suis dit, mais alors là, je comprends pas quoi. D'un côté, vous fustigez les Français qui veulent pas travailler, puis après vous dites que finalement, aujourd'hui, le travail a perdu son sens. Pourquoi? Est-ce que les Français ont plus envie de travailler? Pas du tout. Vous allez à la frontière à Annemasse. Chaque jour, vous avez des milliers de nos compatriotes qui vont de l'autre côté en Suisse pour travailler plus de 40 heures de travail par semaine, avec des conditions qui sont exigeantes, avec moins de semaines de congés payés, et ils y vont. Pourquoi? Parce que les salaires sont meilleurs. Pourquoi les salaires sont meilleurs? Parce qu'il y a moins de charges. Chez nous, et je ne l'ai jamais reproché aux gens, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, vous allez aller travailler à 15 km de chez vous en devant payer le plein d'essence, organiser la garde des enfants, laissez-moi finir, et à l'arrivée, vous ne gagnerez pas plus que si vous restez chez moi. Ce que j'ai toujours dit, c'est que le problème dans notre pays, c'est pas assez d'écart entre ce que je gagne en allant travailler, ce que je gagne en restant chez moi. Alors, ces dernières années, on a beaucoup parlé des localisations et on va clore là-dessus. Il y a un dossier qui est devenu un peu emblématique, notamment en Auvergne, c'est celui des salariés de Luxfer. Vous connaissez le dossier, une usine du Puy-de-Dôme qui fabriquait des bouteilles de gaz haute pression. Le personnel s'est battu pour empêcher la fermeture de cette entreprise, en vain. Mais ils n'ont pas renoncé, ils ont décidé de porter un autre projet qui pourrait aboutir dans 2 ans, un projet qui a été d'abord soutenu par Clermont Métropole, l'État et un industriel qui veut rester anonyme, et la région. Donc après les élections, vous êtes rentrés dans le tour de table, et c'est vrai que cette semaine les équipes de France 3 Clermont sont allées rencontrer des anciens salariés, et ce qu'ils disent, ce qu'ils ont dit au micro de Cyril Jeunet et de Stéphane Transou, c'est qu'ils avaient besoin de formation aujourd'hui, que notamment des salariés qui avaient travaillé 20 ans, 30 ans dans une entreprise se retrouvent confrontés à ce défi qui est la reconversion, et que parfois, ils n'ont pas eu finalement l'accompagnement qu'ils attendaient. Alors, d'abord, la première chose, c'est un dossier que je connais très bien, j'ai été le premier à rencontrer ces syndicats. Et la région s'est engagée dès le début sur ce dossier, ensemble aux côtés de Clermont, à un moment où l'État n'était pas très partant sur le dossier. Depuis, en travaillant en commun, dans l'esprit que je vous ai indiqué, on a fait bouger le gouvernement, et j'en suis très heureux. J'étais encore ce matin au téléphone avec la ministre de l'Industrie, pour travailler avec elle sur ce dossier. Et maintenant, on a un accord du gouvernement pour pouvoir intervenir à nos côtés sur le dossier. Nous, la région, on est prêt à mettre de l'argent direct, et notamment sur le dossier que vous avez relevé, la formation. Parce que ce sont des salariés qui ont de l'or dans les mains. C'est très technique ce qu'ils font. Ce sont des alliages, c'est-à-dire, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, ils font un peu ces espèces qu'on appelle des corps creux, c'est-à-dire c'est des alliages très techniques qui permettent ensuite, par exemple, vous allez les avoir sur vos pompes à incendie. Donc, c'est un domaine stratégique pour notre pays. Et nous, on est prêt à s'engager. Il faut que Clermont-Ferrand vienne à nos côtés avec des financements. Et souvenez-vous, c'est le même dossier que celui des ACC. À l'époque, on m'avait dit, le dossier des ACC, rénovation de chemin de fer, c'est condamné, il faut fermer. J'ai refusé, on leur a donné du travail. Aujourd'hui, ils embauchent des jeunes. En Auvergne, il faut aussi qu'on se batte pour nos emplois et on peut y arriver. Donc, si je comprends bien, il y aura un plan d'accompagnement assez ciblé, en tout cas, sur les anciens de Luxfer. C'est ce que vous nous dites. Le dossier n'est pas encore fini, parce que malheureusement, il faut qu'on arrive aussi à convaincre les banques pour intervenir. Mais on est activement sur le dossier. La région a déjà pris des engagements. On est les seuls à ce stade fermement en termes de financement. J'ai des questions, j'aimerais des réponses très rapides, s'il vous plaît. Cet été, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai eu à prendre le train régional entre Rome je ne le demande pas, et un village qui s'appelle Attigliano. 90 km, un TER propre, climatisé, sécurisé, 55 minutes de trajet, 5,90 € plein tarif. C'était les tarifs d'été, non? Non, c'était les tarifs. C'était cet été? Oui. Cet été, le train était rempli de gens qui allaient au travail à Rome le matin. Non, alors, juste sur un trajet comme celui... Alors, peut-être poser votre question jusqu'au bout. Non, en fait, ma question, c'est de se dire à quel moment on pourra avoir, on va dire, une baisse des tarifs sur les TER, qui est un sujet qui était revenu même pendant la campagne électorale, qui nous remonte, nous, régulièrement de la part de nos téléspectateurs, sur ces questions-là, parce que c'est aussi un frein
aussi à l'utilisation du TER. On parle évidemment du cadencement, du respect des horaires, mais la question aussi des tarifs, une question assez fondamentale. Alors, d'abord le premier point, est-ce que vous savez quand vous prenez votre billet, quelle partie du coût du TER vous financez? Quand vous avez pris votre billet à 5 euros, à votre avis, votre voyage en vrai il coûte combien? Dites-le moi, oui. Votre voyage en vrai, vous n'avez même pas payé 30% du prix. C'est-à-dire qu'en gros, faire fonctionner votre train et votre trajet, pour vous, ça coûtait en fait aux alentours de 15 à 20 euros. Et vous avez payé que 5 euros. Donc déjà, le déplacement en train est massivement subventionné. À 70%, le coût est assumé par nos impôts. Le point qui est important, c'est que, attention, tout le monde n'a pas un train à côté de chez lui. Quand vous êtes en Ardèche, vous n'avez pas de train. Quand vous êtes sur certaines parties de vos déplacements dans l'Ain, vous n'avez pas de train. Et donc c'est un équilibre. Parce que par exemple, ceux qui nous écoutent, qui ne payent pas le train, qui ne prennent pas le train, si jamais je baisse les coûts, c'est leurs impôts qui vont payer. Et donc ce que j'essaye de faire, c'est de trouver le point d'équilibre entre des prix qui sont avantageux, notamment quand vous prenez des abonnements, qui incitent les gens à prendre le train, mais qui n'aboutissent pas non plus à faire exploser nos impôts. Parce que sinon, c'est le pouvoir d'achat de tous les habitants de la région qui n'y résistera pas. Et honnêtement, aujourd'hui, on fait partie des régions de France où le prix du TER est le moins cher. Autre question d'actualité, je voudrais là aussi une réponse rapide. Vous avez beaucoup communiqué à la rentrée sur les purificateurs d'air, sur les capteurs de COD. Est-ce que vous craignez pas un effet pervers, en fait, un sentiment de sécurité qui entraînerait un relâchement des gestes barrières? Parce que le discours qu'on entend, c'est 99% de filtration, voilà, vous basez sur les études. Est-ce que vous craignez pas cet effet pervers aujourd'hui, notamment oui, dans les lycées? Non, pas du tout. Parce que ces purificateurs, on les installe où? Dans les cantines. Dans les cantines, les enfants, ils mangent. Et donc, vous ne mangez pas avec votre masque. Hein. Vous n'allez pas boire votre verre d'eau avec un masque. Et donc, précisément, on les a mis dans les lieux où on sait que de toute façon, nos élèves enlèvent les masques. On est la première et seule région à faire ça. Et c'est parti d'une conviction de bon sens. Le Covid circule avec l'air. Si on purifie l'air, on protège nos enfants du Covid. Et donc, on essaye d'équiper, on en a déjà mis 3000 dans nos lycées, c'est énorme en termes d'investissement, et ça permet de purifier l'air pendant que les enfants mangent. Et ça reboucle avec une de vos questions. Le point très intéressant, c'est que c'est fabriqué où? En Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, ce qu'on a acheté, c'est fait par des entreprises de notre région. La sécurité, vous en avez fait votre priorité de campagne, vous avez même réussi à mettre ça au cœur des débats pendant cette campagne. 300 millions d'euros sur un pendant, c'est ça? Vous savez, c'est pas moi qui ai mis ce sujet au cœur des préoccupations. Oui, mais de notre région. 300 millions d'euros? Oui. Ouais. C'est quoi? C'est à peu près 2% du budget régional sur l'ensemble du mandat? Non, pas sur l'investissement. Pour nous, globalement, ça va représenter quasiment un doublement de l'effort en matière de sécurité. Alors sur ce sujet-là, parce que après j'ai d'autres questions bien évidemment, la reconnaissance faciale, oui, c'est le sujet qui fait débat, hein, vous voulez l'expérimenter, ça commence quand, ça se fait comment, en quelques phrases? D'accord. D'abord pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent, la reconnaissance faciale c'est quoi? Vous pouvez l'utiliser de deux manières. Un crime a été commis, un viol, une attaque violente, on va utiliser la reconnaissance faciale pour trouver qui a fait ça. Ça, c'est autorisé, c'est légal, ça existe déjà. Par exemple, ça a été utilisé par la police pour détecter un certain nombre de personnes qui faisaient des rodéos urbains. Aujourd'hui, nous n'avons pas les logiciels qui permettent de le faire dans nos gares et dans nos trains. Donc j'ai demandé que d'ici à la fin de l'année, nos logiciels de gare et de train soient équipés avec ça pour permettre, je vais prendre un exemple qui est dur, mais comme ça tout le monde comprend, un viol se fait dans une de nos gares ou dans un train, par ce biais-là, on pourra trouver qu'est-ce qui s'est passé et qui a fait ça. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance faciale en temps réel. Et celle-là, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse l'utiliser contre les terroristes. On a, au moment où on parle, le procès qui s'ouvre des attentats du 13 novembre. Souvenez-vous, dans notre région, on a ce terroriste qui venait de Berlin, qui est passé tranquillement à travers la Part-Dieu, par les gardes de Savoie avant de passer en Italie sans que personne le reconnaisse ou le détecte. Excusez-moi, monsieur Wauquiez, vous aviez dit avant que ça ne serait pas utilisé en temps réel, en fait. Et donc là, il y a un changement. Donc vous allez lui... J'ai toujours dit ça, c'est très clair. D'accord. Ah ben, c'est pas ce que j'ai lu, en fait, dans des déclarations que vous aviez faites, en disant qu'en gros, on l'utiliserait, mais a posteriori, et pas en temps réel. J'ai toujours été très clair. Un système de surveillance des utilisateurs du train, qui fonctionnera, et la reconnaissance faciale fonctionnera à ce moment-là. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. J'ai toujours dit deux choses. D'abord, la loi autorise aujourd'hui de l'utiliser a posteriori. Nous allons nous doter d'un logiciel qui permettra de le faire.
Deuxième chose que j'ai toujours indiquée, pour les terroristes, et uniquement pour ceux qui sont fichés S et individus radicalisés, ce que je souhaite, et là il nous faut une expérimentation, donc j'ai besoin d'une autorisation du gouvernement, je souhaite que dans notre région on puisse l'autoriser pour nous protéger contre des terroristes qui sont amenés à circuler à l'intérieur de notre région. Ni plus ni moins, c'est toujours le discours que j'ai tenu. Pas de changement. Il y a quelques Chez moi, il y a une constance. Alors, en France, l'un des événements majeurs cette semaine, vous le savez, ça a été donc l'ouverture du procès des attaques du 13 novembre, procès hors norme. Hormis Salah Abdeslam, donc il n'y a aucun commanditaire, aucun acteur, je dirais, majeur de cette affaire. Je voudrais vous faire écouter ce que vous déclariez le 14 novembre 2015. On est au lendemain donc des attaques et on est en pleine campagne régionale. Voilà, on va vous réécouter. Aujourd'hui, il y a en France 4000 individus qui sont suspectés de terrorisme. Je suis convaincu qu'on ne peut pas les laisser dans la nature et attendre qu'ils passent à l'acte. Ce que je demande, c'est que ces 4000 individus soient placés dans des centres de rétention antiterroristes dédiés et que ça nous permette de les mettre hors d'état de nuire. Vous pensez toujours la même chose? Toujours. Donc vous êtes favorable à un Guantanamo à la française? Je suis toujours. 6 ans après. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé cet été? Vous avez un individu qui avait mis le feu à la cathédrale de Nantes, qu'on a laissé dans la nature, sans rien faire, et qui ensuite, parce que rien n'avait été décidé, a assassiné un prêtre. Ce sont des sujets lourds sur lesquels je veux pouvoir m'exprimer, aller jusqu'au bout. En ce moment même, dans les personnes qui viennent d'Afghanistan, il y a des gens remarquables qui se sont battus à nos côtés, et on a déjà identifié des gens qui sont en réalité dans la mouvance du terrorisme islamiste. Et vous voulez qu'on les laisse sur notre territoire? Moi, je ne veux rien. En fait, ce que je vous dis, vous parlez des fichiers S, qui sont en fait des gens qui n'ont pas été condamnés par la justice. Vous voyez la question de droit que ça pose. Mais je suis bien d'accord avec vous. Moi, Voilà. c'est pas la Nantes, question. il n'était pas fiché S, en plus, il était. Moi, c'est pas la question de droit qui m'interpelle. Moi, ce qui m'interpelle, c'est les morts. Moi, ce qui m'interpelle, c'est les attentats. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on n'en tire pas les leçons. Je n'ai pas changé d'avis. Vous me posez la question, je n'ai pas changé d'avis. Nous avons eu des centaines de morts qui sont liés au terrorisme. Donc on peut mettre en prison, enfin en tout cas dans des centres de rétention, des gens qui n'ont pas encore commis des actes répréhensibles par la loi mais qui sont suspectés. Vous voyez, c'est quand même une question fondamentale en termes de droit. Et j'ai toujours été très clair sur le changement que ça représentait. Je suis très au clair, vous avez raison. C'est un changement très important. Jusque-là dans la loi, on attend que l'attentat soit fait. Moi, ce que je considère, c'est que quand il y a des faisceaux d'indices qui montrent que quelqu'un risque de passer à l'acte, qu'il est dans une mouvance dure, qu'il est lié à des réseaux terroristes, je n'attends pas qu'il passe à l'acte pour le mettre sous surveillance. Je maintiens exactement ce que je disais il y a 6 ans. Je n'ai pas changé d'avis là-dessus non plus. Je vais vous montrer une autre image. C'était une semaine à Vincennes. C'était la rentrée des jeunes LR. Vous arrivez et voilà ce qui se passe. Quand vous voyez ces images, quand vous avez entendu ça, vous vous êtes dit finalement j'aurais peut-être dû me lancer ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Du coup, ça vous inquiète quand vous voyez ça, en vous disant peut-être que finalement ma famille politique, elle n'a pas trouvé son leader naturel, elle ne le trouvera pas? Le choix que j'ai fait, vous savez pourquoi je l'ai fait. Il y a plusieurs raisons. D'abord, les gens de notre région m'ont fait confiance. C'était normal que j'honore la confiance qu'ils m'ont faite et que je reste dans notre région. Souvent, vous m'avez posé la question et je vous ai toujours dit, par le passé, j'ai toujours fait le choix de notre région et j'ai été constant là-dessus. La deuxième raison, c'est que je vois avec préoccupation beaucoup de divisions à droite. Et moi, j'ai pas voulu rajouter de la division à la division. J'ai préféré me dire, voilà, je pense qu'à un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, ma seule obsession, c'est l'union, l'unité, éviter que tout le monde se déchire. La primaire, c'est parce bon. que je déteste pour la primaire, ça. Je me suis exprimé dessus, Ouais. je n'ai pas changé d'avis. vous avez une préférence? Ma préférence, vous me demandez quel est le candidat que je soutiens, Oui. c'est l'unité. Vous me demandez pour qui je m'exprimerai, c'est l'unité. Et je vous réponds très sincèrement dessus, je resterai là-dessus, parce que je pense que je suis plus utile à essayer d'éviter que tout le monde se déchire, à un moment où, pourquoi, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est juste que les Français aient le choix à l'élection présidentielle. Qu'ils ne soient pas prisonniers dans une alternative entre d'un côté Emmanuel Macron, de l'autre côté Marine Le Pen. Et on dit Laurent Wauquiez, Paris sur 2027. Des questions comme ça, on me les a posées 20 D'accord. fois. Voilà. Pour l'instant, je suis à la région, je m'occupe de notre Allez, région. en 20 Et vous secondes. voyez que je vous réponds avec beaucoup de précision sur tous les sujets qui concernent Auvergne-Rhône-Alpes. En 20 secondes, Michel Barnier, Oui. fait partie des candidats, vous le connaissez, il est de la région également. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, vous le savez. On a souvent travaillé ensemble. J'oublie pas ce qu'on lui doit. Les JO d'Albertville,
Voilà. Après, pour le reste, vous le savez, pour l'instant, je ne soutiens aucun candidat dans cette primaire. Merci beaucoup Laurent Wauquiez, désolé Merci à dans vous. Dimanche en politique. Et puis merci également à tous ceux qui m'ont aidé activement à fabriquer cette émission. Marie-Chantal Marafa, Carole Ginet, William Vadon, Cyril Genet, Stéphane Transo. Merci au son, à la lumière, au cadreur.